Je pense que malheureusement ma théorie va se confirmer. Pluribus, épisode 7. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de Pluribus à ce moment même, c'est-à-dire les 7 premiers épisodes, quittez la vidéo, allez voir les épisodes et revenez ici car on va spoiler dans 3, 2, 1... C'est parti. J'ai envie de revenir sur certains éléments de l'épisode 6 parce que vos commentaires étaient géniaux. J'adore justement ces débats qu'on a parce qu'on voit tous des choses un peu différentes par rapport à Pluribus. Il y a plein de gens qui considèrent Diabaté comme un loser. Et je suis un petit peu d'accord dans le sens où c'est vrai qu'il est en train de remplir une sorte de vide émotionnel avec des prostituées, de l'alcool et une sorte de fantasme très masculin. C'est vrai. Après, aller le considérer comme un loser, je trouve que c'est peut-être un peu excessif et un peu méchant parce que peut-être il vient pas des mêmes conditions sociales que d'autres personnes, que Carole par exemple. Peut-être là d'un coup il a l'argent, du luxe, il en profite un petit peu. Mais en même temps on voit bien que l'individualité des gens lui manque. C'est intéressant parce qu'il se sent seul aussi progressivement. C'est symbolisé par justement Carole qui va faire sa tartine différemment qu'on imagine les autres. Parce que les autres, ils ont forcément tous la même manière de faire des tartines. Et là, être confronté à quelqu'un qui fait quelque chose de différent, ça lui fait plaisir. Ça le remet aussi un petit peu en question. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a des gens en ligne qui disent qu'en fait, il est contaminé, mais qu'il agit différemment pour tromper Carole et tout. Moi, j'y crois pas à ces théories. Il a vraiment des réactions très humaines. Et pour moi, il n'est pas du tout contaminé par les autres. La radio et la séquence qu'on entend, entre guillemets, c'est peut-être une séquence qui vient de l'espace. C'est peut-être une séquence qui vient des humains. On sait pas trop, mais c'est peut-être ce qu'on avait au début du tout premier épisode. Vu qu'il existe une fréquence qui a contaminé les humains, peut-être qu'il en existe une pour rendre de nouveau les humains humains. Ça peut être intéressant, je pense que ça va évidemment revenir par la suite. J'aime beaucoup aussi l'idée où la lumière s'allume dans la rue et on imagine que c'est forcément par rapport à donc lui qui marche dans la rue et les autres qui se disent on va allumer. Mais vu que ça se passe avant les événements de l'histoire de Carole dans l'épisode 6, peut-être c'est le même moment, vous savez, quand Carole a allumé la lumière dans la ville. Là, il y a une sorte de parallèle qui se fait avec la lumière qui s'allume à la même période pour lui aussi. Bon, j'en sais rien, c'est qu'une théorie. Et j'ai beaucoup aimé quelqu'un qui avait dit que le nom de l'épisode, le titre, c'était HDP, Human Derived Protein. C'est John Cena qui le dit. Sauf qu'il y a des gens qui ont fait la remarque en se disant HDP, c'est aussi Hijo de puta, l'insulte qu'il dit à la fin de l'épisode, et je trouve ça intéressant. Mais le gros truc, le plus important, c'est évidemment Carole qui ne donne pas son consentement pour qu'on récupère ses cellules. Mais rappelez-vous, dans l'épisode 2, et moi j'avais oublié, je l'ai vu dans vos commentaires, elle a congelé ses œufs. Elle a congelé littéralement des cellules qu'elle a. Donc il suffit juste que les autres trouvent ces œufs et c'est fini. Ils ont ce qu'ils veulent pour contaminer Carole. Et ça, elle a oublié parce que c'était il y a 10 ans, en théorie, ou il y a 7-8 ans, je sais plus c'était de combien le flashback, mais ça c'est intéressant et ça va forcément revenir. Et pour moi, la théorie de cette fin de saison, c'est elle qui va rencontrer Manousos, mais elle sera déjà contaminée. Et ça sera donc une saison 2 qui sera plus du coup sur lui qu'elle. À voir, hein, c'est une théorie, mais je le vois bien comme ça, vu ce qui s'est passé dans cet épisode. Et on va en parler parce que c'est hyper intéressant. Premièrement, cette fois-ci, il filme le vide de manière réconfortante. C'est plus vert, c'est plus beau, c'est plus relaxant. Elle s'est habituée. Il y a ce plan avec cette focale qui montre tout le monde et elle en tout petit. Voilà, maintenant elle fait partie de ce monde. Elle n'a plus la prestance d'avant. Malheureusement, le monde est sur ses épaules. Elle n'existe quasiment plus et c'est le but de cet épisode-là. Même le téléphone, ça lui fait plus rien. Elle écoute le message et s'en fiche. Et gratte, vous savez, pour gagner potentiellement de l'argent. Mais c'est inutile parce qu'il n'y a plus besoin d'argent en réalité, et c'est comme sa vie aujourd'hui. Sa vie, pour elle, est devenue un peu inutile, c'est devenu cynique, et elle gagne, c'est ça le pire, elle gagne 10 000 $. Normalement, tu devrais être content, et tu devrais vraiment accepter comme une sorte de bénédiction ce qui vient de se passer. Malheureusement, pour elle, c'est ironique, et on a même l'impression que c'est planifié. Peut-être c'est justement les autres qui se sont dit « Ok, elle aura plus d'essence, elle va s'arrêter là, peut-être elle va gratter, on va en faire un grattage qui va lui faire gagner de l'argent. » Il y a un truc par rapport à ça où tu as des doutes maintenant sur le monde en soi. Elle ne ressent plus rien, elle devient progressivement nihiliste. Et elle joue avec les autres, encore une fois, elle se moque d'eux. Il y a cette histoire avec la boisson Gatorade, elle en veut une qui est vraiment glacée. En fait, elle s'en fiche. Elle est juste en train de jouer avec les autres, en train de les utiliser un peu comme Diabaté. D'ailleurs, je sais pas si le Gatorade c'est une référence à Breaking Bad. Vous savez, Jesse Pinkman, à un moment, il a une phrase iconique dans Breaking Bad par rapport à Gatorade. Bon, c'est peut-être un clin d'œil, mais voilà, elle est à un stade où là, elle s'en fiche. Là où Diabaté joue sur le luxe et se fait kiffer, entre guillemets, pendant un moment avec ça, elle, là, elle se fait plus kiffer, quoi. Là, elle a abandonné.
elle est dépressive, c'est la fin du monde pour elle, en théorie. Elle chante d'ailleurs cette chanson hein, dans la voiture, avec aussi sa voiture remplie d'explosifs. C'est le symbole, franchement c'est fini. Et juste avant le générique, la chanson c'est I feel F. Mais F, ça pourrait dire I feel fine ou I feel fucked ou un truc comme ça. En mode, bah voilà, en fait, c'est terminé. Et je pense que c'est intéressant de ne pas laisser le F, le mot en entier, et de lancer le générique. C'est ce genre de petit détail que j'aime bien, parce qu'il n'a plus peur des loups. Elle se sent libre. D'ailleurs, la caméra va tourner autour d'elle, car justement, ça va symboliser sa liberté, son manque de peur, son courage, entre guillemets. Mais elle n'est pas courageuse parce que c'est bon, c'est devenu une aventurière et tout. Elle est courageuse par défaut, limite. Parce que voilà, maintenant, en fait, elle s'en fiche. Si les loups viennent, qu'ils viennent. Limite, elle les appelle en mode, venez, les loups, mangez-moi. Je m'en fiche, c'est bon, j'ai plus rien à perdre. C'est à la fois beau parce qu'elle est libre, et c'est triste parce qu'en fait, elle est libre pour quoi faire. Elle a plus rien en elle. Et ça, je trouve que c'est assez fort. Même le golf. Carole, c'est pas une meuf qui fait du golf, hein, t'y crois pas du tout, à aucun moment. Vous savez, c'est le cliché du défouloir pour riche, et elle fait ça. Donc c'est un peu ridicule. Mais le golf, c'est intéressant parce que justement, il y aura la nature à côté. C'est-à-dire que bah il y aura du gazon qui sera repris en main par la nature. Donc c'est pas vraiment du gazon de golf. Après, j'ai jamais fait de golf, j'en sais rien. Mais moi, je le vois comme ça. Le symbole, normalement, un gazon de golf, moi, je l'imagine comme quelque chose d'entretenu. Mais vu que plus personne joue au golf, bah la nature reprend ses droits, entre guillemets. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'à la fois, elle devrait pas du tout être là. La nature, elle, l'impressionne même plus, alors qu'il reprend justement ses fameux droits. Elle voit un bison, elle en a rien à foutre. Il n'y a pas de réaction de peur, d'émerveillement, elle ne ressent plus rien. C'est fini. Elle est complètement vide, alors que ça devrait être, je sais pas, au moins flippant ou impressionnant. Non, rien. Elle chante d'ailleurs dans cette petite voiture de golf, I'm all right. Mais c'est faux. C'est ce qu'elle dit en chanson, mais c'est faux. Alors c'est pas subtil, mais en même temps, bah, elle cherche à extérioriser, elle cherche une catharsis, elle cherche à être entendue, elle cherche du soutien aussi parce qu'elle est tombée dans un cynisme bah, de luxe. La Rolls-Royce comme Diabaté, quoi. Elle devient quelque chose qu'elle ne voulait pas devenir à la base. Pour elle, elle est un peu en fin de vie parce qu'elle est en train de perdre son individualité. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est même pas contaminée et elle devient comme les autres, mais sans être une autre. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est ce système-là qui va la mettre dans une situation qui va faire qu'il va se vider. Voilà, c'est une allégorie aussi pour la dépression. Ça va parler de ça dans cet épisode. C'est littéralement elle qui va souffrir. Elle sera seule. La solitude va lui peser. Évidemment, elle va se mettre à nu pour la première fois dans cette série et elle ressent rien, quoi. Elle chante. En fait, elle est complètement... Il n'y a plus rien en elle, quoi. Et c'est dur à regarder parce que c'est montré de manière reposante, c'est montré de manière relaxante et tout. C'est un spa, c'est mignon et tout. Mais elle est au bout de sa vie, quoi. Et je trouve que ce contraste, il est bien. On dirait pas elle. Tu reconnais pas la Carole qui était battante, que tu as vu durant les premiers épisodes. Elle est seule, triste, endeuillée. Il y a même des choix de chansons, j'imagine, que je comprends pas spécialement, parce qu'il n'y a pas, d'après moi, pour ma culture, assez de références que je peux capter comme ça directement. Il y a sûrement des backstories aux chansons choisies, mais je trouve que justement, le fait que ce soit aussi mélodique, chose qui n'était pas du tout le cas avant, c'est juste Carole qui essaie de se remplir la tête, au fait. Il y a 3 chansons avec elle, chantées. Ça n'arrive quasiment jamais dans Pluribus, c'est juste elle qui est en train de se remplir en se disant « Ok, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse des trucs, il faut que je vive, sinon je vais être bouffé par ce qui se passe. » quoi. Et en vrai, elle a un petit peu raison. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et le fait qu'elle prenne la peinture originale qu'elle avait à la maison, elle avait une copie, c'est le symbole de elle qui remplace une vie d'avant. Est-ce que c'est positif, négatif? C'est montré de manière négative ici. Et c'est ça qui est fort et dur et touchant à la fois. C'est ça que j'aime beaucoup. Elle s'est faite jolie pour l'anniversaire de couple, mais elle est seule. Déjà, la voir habillée comme ça, c'est très très bizarre, t'as pas du tout l'habitude. Tu la voyais pas en mode couple, vous savez, heureuse et tout, en train de faire des soirées d'anniversaire. C'est un truc que Hélène ferait, ça. C'est pas le truc de Carole. Hélène, elle aurait organisé l'anniversaire, de toute façon c'est ce qu'ils disent. Hein. Hélène aurait proposé de manger ça et des choses comme ça. Et elle teste aussi les autres un petit peu, c'est-à-dire qu'elle va demander des choses ultra spécifiques, de ses souvenirs, et la partage avec sa famille, mais surtout Hélène, eh bien ils y arrivent quoi. Ils font toute la nourriture qui lui fait penser un peu à sa vie, à son couple. Elle est en train de vraiment penser à ce qu'il a vécu à cause de son deuil, à cause de sa solitude. Et c'est déprimant de la voir comme ça parce qu'il veut revivre des souvenirs, parce qu'elle n'a plus rien. Elle n'a plus que ses souvenirs aujourd'hui. Elle est dans un monde où il n'y a plus personne, quoi. Enfin, personne qui l'accueille, qui l'accepte, même pas les autres qui sont censés l'aider, quoi. Et ça confirme aussi, s'ils savent pour la bouffe,
qui savent pour les œufs et les cellules. C'est une évidence. Et je pense que ça sera entre guillemets le twist de la saison, que ce soit l'épisode prochain ou celui d'après. Et l'idée du piano automatique, c'est juste déprimant, quoi. Un piano, c'est quand même la représentation de l'art, quoi. Normalement, c'est un être humain qui fait ça. C'est un humain qui est censé être dans un restaurant, en train de faire du piano, payé, en train de faire vivre un peu l'atmosphère et le truc. Et là, c'est une machine, c'est l'IA qui prend le contrôle sur l'art. C'est aussi ça, hein, la critique de Pluribus. Il se passe tellement de choses dans Pluribus. De toute façon, il y a tellement de critiques sociales, thématiques. C'est fascinant et c'est juste dévastateur, quoi. En fait, c'est ça. C'est voilà, maintenant on a fait un petit texte sur un truc et ça a fait une musique, de l'art. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est déprimant. Et c'est ça qui est bien. Enfin, à la fois c'est bien et pas bien, mais ça qui est bien de manière qualitative pour la série. Et pour nos personnages, pour l'ambiance, il y a un poids qui s'est installé et c'est dur à regarder, quoi. Alors que de l'autre côté, Manoussos, lui, il galère à mort. C'est un aventurier. Il marche dans la chaleur pour trouver du pétrole, enfin du gasoil de manière générale ou de l'essence, peu importe. Il apprend l'anglais et c'est pas pour rien qu'il apprend des mots en lien avec les thématiques de l'œuvre. Yellow, la couleur jaune, elle revient tout le temps. Grey cat, c'est-à-dire que, ou d'après moi, c'est littéralement Carol qui s'est vidée de sa couleur jaune et elle est devenue grise, ou c'est littéralement chasser les autres qui sont ce chat gris, parce que le gris c'est pas une couleur, c'est un peu le vide, le gris, quoi. Il y a plus rien. Donc c'est intéressant cette confrontation du jaune qui est constamment présente sur ses vêtements à cet homme, sur la voiture familiale qu'il a depuis toujours, parce que le jaune c'est à la fois, oui, la couleur de la solitude dans cette œuvre, mais aussi de l'humain et de l'espoir, quoi. Et je pense qu'ils ont fait un super travail par rapport au budget. Il y a une séquence au road trip qui est assez longue, mine de rien, et dans une série c'est très dur à faire, ça prend du temps, ils utilisent parfaitement les différents paysages, on ressent clairement le voyage. D'un côté la ville fait fausse, mais c'est pour le motiver à changer d'avis, parce que ça les enrage pas du tout, les autres qui rejoignent Carol, et ils savent qu'il veut la rejoindre. Donc ils essaient plein de choses différentes pour le motiver à rester. Mais lui, il voit rien d'humain, en fait. C'est ça qui le dérange. Il voit rien d'honnête, de sincère. Ils sont trop sympas avec lui. Il comprend que c'est pas normal. On comprend qu'il a eu une vie difficile. Il a sûrement été méprisé. Sa mère ne l'aimait pas. Et la seule personne qu'il veut rencontrer dans ce monde, c'est la personne qu'il a rencontrée au téléphone avec des insultes. Et ça, c'est fort, et je trouve que c'est bien. Dans un monde où tout le monde fait un peu le faux cul, entre guillemets, il va vers quelqu'un de sincère et d'honnête, et je trouve que c'est vraiment bien de la part de la série, ça. Il y a un rejet aussi de la modernité. C'est-à-dire que lui, il refuse le nouveau monde. C'est symbolisé par lui qui est avec sa carte, comme ça, avec son stylo en train de faire son tracé. Il y a le côté papier qui le rend plus libre et moins suivi, évidemment, même s'il est conscient qu'il est dans un état, entre guillemets, un peu autoritaire, de surveillance de masse. Il est méfiant, toujours, main sur le couteau. Il est toujours prêt pour la violence. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on ressente ce périple, ce voyage, grâce à la musique, l'ambiance. Et c'est aussi reposant. C'est moins triste que Carol, tout aussi reposant, mais ce qui est intéressant, c'est justement que lui va avec un objectif bien précis, t'y crois, et la manière dont c'est filmé, la manière dont on plonge dans ça, avec la mise en scène et tout, on ressent le poids du voyage, à quel point c'est dur pour lui, on apprend à connaître cet homme. Il dort dans une église, parce qu'il est clairement religieux, il y a un rayon de lumière qui représente Dieu, qui le regarde et qui le soutient ici, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, rappelez-vous, les autres lui ont dit, si tu as besoin d'aide, lève la main vers le ciel. Vers le ciel, c'est le symbole de Dieu, mine de rien. Donc au fait, dans ce monde-là, les autres ont remplacé Dieu. C'est ça qui est fascinant. Et c'est ça l'une des grosses thématiques aussi de l'œuvre. Ils sont devenus le nouveau Dieu du monde. Et ça, il s'y oppose, parce que lui est clairement religieux, en tout cas on a l'impression, et il a un vrai Dieu. Déjà, c'est pour ça que dans les églises, il se sent réconforté, il se sent en sécurité aussi. Il y a la même focale que sur le plan avec Carol, où là, lui aussi, il est tout petit dans ce monde, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas une station essence, il y a l'église en plein milieu, qui le recouvre, qui le protège. Et c'est différent, je pense que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et c'est ça qui est fort aussi, je pense, c'est qu'au fur et à mesure, on est en lien avec sa morale directement. Il paye les gens à qui il vole de l'essence, par exemple. Il s'accroche à ses valeurs. Pour lui, c'est important. La tradition, le monde passé, pour lui, c'est important parce que c'est la seule chose qui est encore humaine dans son monde à lui. Là où Carol est là complètement abandonnée dans cet épisode-là. Et on voit que c'est un aventurier, pêcheur, prêt à tout pour la randonnée, il sait où trouver l'eau, manger dans la nature. C'est l'opposé de Carol, hein. Clairement, Carol, c'est pas du tout une aventurière. Lui, tu vois que c'est un mec qui est débrouillard, qui s'en sort manuellement. Et c'est intéressant parce que du coup, quand il va arriver au Gap, je crois que c'est la bouche d'Ariane, en français on appelle ça le Darien Gap en anglais, tu dis qu'il peut le faire, quoi. Parce que dans la vraie vie, il faut savoir que justement le Darien Gap, il y a énormément d'immigrés et de milices et de groupes mafieux et autres qui sont là-bas pour kidnapper des gens, pour parfois réussir à faire cette randonnée parce que c'est le passage entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord ou centrale si vous préférez. Et c'est un parcours qui est difficile, mais c'est pour ça que c'est important de le voir réussir à faire des choses dans la nature,
comme un aventurier pour que lorsqu'il arrive à ce Darien Gap, t'y crois un petit peu, quoi. Ça, c'est important. Et ce qui est fort, c'est qu'ils anticipent bien ce bouchon de Darien. C'est un pèlerinage qui va vivre ici. Il y a un côté religieux. Il doit faire cette randonnée tout seul, c'est 100 km, ils disent. C'est lui et son symbole de brûler le passé. Littéralement, c'est un saut de la foi, donc c'est extrêmement risqué. Mais dans sa voiture, il brûle les symboles religieux. Il brûle les photos de famille et tout. Il va se lancer dans un nouveau monde et pour ça, il faut ce fameux saut de la foi. Donc moi, je le vois vraiment comme un pèlerinage à travers la nature, la violence de ce monde-là, et il doit ressortir de l'autre côté comme un homme nouveau. Et la discussion avec les locaux, je trouve qu'elle est vraiment un symbole, encore une fois, des autres qui ne comprennent rien à l'humanité. Parce que la discussion est inhumaine. Je veux dire, ils parlent de science. T'as ce mec-là, random, qui sort de nulle part, qui commence à balancer des faits scientifiques. Bah forcément, il y a un décalage total, inhumain, d'un mec qui veut risquer sa vie en mode littéralement saut de la foi, et ces gens-là qui te disent, il y a des serpents, il y a des pics, il va faire 98% d'humidité et tout. Tu te dis, mais c'est pas possible, enfin, stop, quoi, c'est ridicule, ça ne fonctionne pas, et c'est pour ça que le mec, il va à fond, quoi. Après, il y a un truc un peu... J'ai un doute sur ce personnage-là, quand même, il y a un truc un peu xénophobe. Parce que oui, il est clairement envahi, c'est clairement une race alien qui a mis en esclavage l'humanité, même si l'humanité est heureuse, entre guillemets, mais il a raison d'avoir peur, et en même temps, il est un peu vraiment xénophobe. Il est vraiment hyper contre l'idée, il veut même pas discuter avec eux, hein. Lui, il a vu ces créatures étranges arriver, il est anti ça directement. Donc j'ai un petit peu peur qu'il le fasse peut-être un peu trop xénophobe, raciste, un truc comme ça, à voir. Moi je pense pas, mais il y a quand même ce truc où il y a un rejet tellement total qu'il y a un peu un rejet aussi sociétal. Peut-être c'était un mec qui faisait sa vie tranquillement dans sa petite ville et tout, et d'un coup, voilà, je sais pas, à voir. Je suis vraiment curieux de voir comment ils vont gérer ça, mais il y a un truc où limite, c'est un peu blessant en tant que spectateur de le voir être aussi méchant avec les autres, parce que les autres, en fait, ils sont sympas de base. Même si c'est une espèce qui envahit et tout, une sorte de parasite, c'est intéressant, mais il reste sympa. C'est ça la dichotomie intéressante aussi dans la série, hein. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et la fameuse séquence, c'est que oui, il s'en sort pendant longtemps dans cette bouche du Darien. C'est une séquence qui est courte, efficace. En termes de mise en scène, c'est bien parce que ça alterne entre ces plans drone pour te montrer ce qui se passe, l'avancée, ce chemin, la diversité des paysages, évidemment, mais surtout les plans avec le jaune qui prend de plus en plus de place. Il a besoin de ce jaune pour être humain. Et ça, c'est important. Et il répète en boucle une phrase « I am not one of them and I wish to save the world ». Et ça, c'est hyper important parce que c'est ce qu'il répète en boucle pour arriver devant Carol et la motiver parce que c'est son dernier espoir, un peu pour lui aussi. C'est ça qui est fort. Et moi, j'ai peur que justement, il arrive au moment où Carol soit déjà contaminée. Et ça va être un cliffhanger de malade. J'espère qu'on ne devra pas attendre 3 ans pour la suite. Ce serait insupportable. Donc, c'est hyper stressant par rapport au pic. Je sais pas si ça existe dans la vraie vie pour le coup, mais c'est une super idée et c'est terrifiant. Et c'est dur quand il tombe. Car en fait, t'y crois. Ça sort de nulle part. Il essaie de s'accrocher, ça rate. Et je pensais pas que la série allait oser. Parce que vraiment, moi, je le voyais vraiment comme un aventurier optimiste et tout. En fait, c'est un échec ici. Il va sûrement mourir, entre guillemets. S'il n'y avait pas l'aide des autres, il allait y passer. Donc c'est intéressant de montrer ce point de vue-là que j'apprécie beaucoup. Et en même temps, le cri qui pousse, il est à la fois dur, sincère, tu le ressens vraiment de ses tripes. Mais il y a cette catharsis, justement. Cette catharsis il a un peu mis au fond de lui pendant des épisodes et des épisodes, et d'un coup, il lâche tout. Il s'exprime, il crie, parce qu'il a à la fois mal, forcément il a très très mal, hein, mais en même temps, enfin, il s'exprime, et je pense que ce double truc est vraiment très très bien, et j'adore ça, et t'aimes ce mec, t'es vraiment de son côté, il a pas l'air parfait, c'est ça que j'aime bien, je pense qu'il sera moins manichéen que ce qu'on pense, mais il y a un truc, et il est prêt à tout pour pas se laisser envahir, quoi. Le mec se brûle avec un vieux miroir pour empêcher l'infection. Je sais même pas si ça marche dans la vraie vie, il va juste fermer la plaie, mais si c'est déjà infecté, je crois que c'est foutu. Je sais pas exactement, mais en tout cas, il tente un truc, c'est honorable, il a cette qualité de leader un peu naturel, et t'es de son côté, quoi. Parce que le mec se sacrifie à mort, presque littéralement, hein, pour ses convictions, ses idées, et je pense que la fin, entre guillemets, de cette intrigue à lui dans cet épisode, il ne lève pas la main au ciel. Parce qu'il y a un plan sur le soleil, et tu vois que le soleil l'aveugle. Donc pour moi, je pense juste qu'il voulait cacher son visage du soleil, parce que le soleil le dérangeait, mais vu qu'il a un peu levé la main, il y a ce truc où tu dis, ah, la série joue un peu sur peut-être ce quiproquo, où le mec n'a pas forcément envie d'être sauvé, et en même temps il lève la main, et vu qu'il est hyper blessé en train de mourir, est-ce qu'il a envie d'être sauvé? Donc c'est assez intéressant, parce que peut-être il était prêt à mourir ici, plutôt qu'être sauvé, mais vu qu'il y a le soleil, l'hélico, le bruit et tout, je sais pas. Honnêtement, je sais pas s'il voulait être sauvé ou pas. Et je trouve que l'ellipse de 30 jours, elle est choquante. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 jours? Je veux dire, pour moi, ça, c'est un vrai bon cliffhanger. Le mec, 30 jours à l'hôpital,
30 jours avec les autres? Est-ce qu'ils l'ont ramené chez lui? Est-ce qu'ils vont l'autoriser à aller voir Carole? Qu'est-ce qui va se passer? Donc je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait par rapport à ce personnage-là. Et j'ai trop hâte de voir la suite. Il reste 2 épisodes, bordel. Et en même temps, Carole, elle a pété un câble, quoi. Elle est devenue anarchiste. Elle s'en fout de tout. Et détruit l'ancien monde, littéralement. Elle est dépressive. Et encore une fois, elle est prête à partir. Elle accepte le feu d'artifice qui pourrait la tuer. Il y a un peu une scène stressante par rapport à ça. Parce que même si Rhea Seehorn est l'actrice principale et va forcément rester pour les prochaines saisons, il y a ce truc où, je sais pas, t'as presque limite envie de l'aider. Alors pas viol-suicide, hein, c'est pas une solution. Mais il y a ce truc où peut-être ça aurait été satisfaisant pour elle de partir comme ça. Ça fait au fait 30 jours qu'elle erre comme une sorte de fantôme dans cette ville. Elle est seule, il n'y a personne, aucun contact humain ou même avec les autres. Et c'est ça qui est dur. Et c'est ça aussi que je pense, c'est peut-être une stratégie des autres. Ils essaient de la convaincre. Et je pense qu'ils sont bien plus méchants qu'on le pense en réalité, parce que l'isolement total qu'ils ont fait subir à Carole, je pense sincèrement que littéralement, c'est une idée qu'ils ont pour qu'elle abandonne et qu'elle les rejoigne. Mais en même temps, je trouve que le câlin final, il est à la fois frustrant, car elle devait même pas tomber dans ça, pour le coup. T'as pas envie, en fait, parce que c'est les méchants, encore une fois. Mais tu la comprends. Le câlin, le fait qu'elle pleure et tout, tu la comprends à 100%. Imaginez-vous 30 jours sans voir un seul être humain, quoi. Ça doit être dur, surtout dans une ville. Hein, normalement, il y a des humains et tout. Tout est des machines, tout est en mode robot et tout. Ça doit être vraiment déprimant. Mais t'as pas envie de la voir non plus avec elle. Sauf que elle, en fait, elle voit Hélène. Elle voit son ex. C'est pas pour rien que elle ressemble à son ex, l'actrice aussi. Donc j'adore ce que la série te fait ressentir de manière contradictoire, encore une fois, parce que t'as pas envie de ce câlin, mais en même temps, t'as envie de donner du réconfort à Carole. Maintenant, moi je trouve intéressant l'idée du comeback. Je sais plus si dans les précédents épisodes, peut-être vous pouvez me dire dans les commentaires, elle avait déjà demandé aux autres de revenir. Ou est-ce que c'est la première fois qu'elle a demandé aux autres de revenir? Je ne sais pas, mais c'était marrant parce qu'on a vu ça sur internet, c'était spoilé par Google Earth. Genre ce plan-là, le comeback, c'était littéralement spoilé sur Google Earth et quelqu'un l'a partagé, c'était très drôle. J'ai jamais vu une série spoilé par Google Earth. C'est pas un gros spoil, hein, ça change quasiment rien, mais c'est intéressant. Et Google Earth qui spoil un épisode, moi je trouve ça génial. Mais bon, encore une fois, super épisode, hein, rien à dire. Pour moi, c'est vraiment bien. C'était 40 minutes, c'est passé super vite. J'ai trop hâte, il reste 2 épisodes, ça passe vraiment trop vite et j'ai pas envie d'attendre 2 ans pour la suite. J'espère que Gilligan, il a écrit la suite, ils sont prêts à tourner, ils vont enchaîner, faire une saison tous les ans parce que je pense que, oui, il y a du budget, c'est une série qui coûte cher, hein, 15 millions par épisode et il y a un vrai enjeu fort et ça doit prendre du temps d'écrire ce genre de série. Mais je pense que tous les ans, ça se fait. Il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux, entre guillemets. Il y a quelques scènes et tout, d'ailleurs, qui n'étaient pas très belles. Mais je pense que ça peut le faire. Et j'espère avoir une série au moins tous les 1 an et demi. Mais allez, tous les ans, ça doit le faire, quoi. Breaking Bad, c'est bien sorti tous les ans. Pour moi, c'est similaire, entre grosses guillemets, quoi. Donc j'ai trop hâte de voir la suite. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Encore une fois, je vais réagir à vos commentaires la semaine prochaine. Tout ça en bas. Pour ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, faites beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en podcast partout. Twitch évidemment, TikTok, Instagram, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.